Bonjour et bienvenue sur notre 13e session de Intimus, le webinaire qui accompagne l'intimité sexuelle et relationnelle en temps de confinement. Intimus vous est proposé par la chaire UNESCO Santé sexuelle et droits humains au travers de la plateforme Zoom et sur Facebook Live. Donc 3 thèmes seront ici abordés durant les différents webinaires. Garder une bonne santé sexuelle en temps de pandémie grâce aux valeurs relationnelles, couple et coronavirus et le confinement comme possible terrain pour les violences. Tous les jours, lundi, mercredi et vendredi, nous accueillons un ou une experte pendant 1 heure, le temps d'aborder un sujet en lien avec la période de confinement. Je suis Georgina Lepoul, je serai l'animatrice aujourd'hui. Je suis à l'écoute de toutes vos questions durant ce webinaire. Pour m'envoyer vos questions, envoyez des messages sur le chat de la conversation Zoom à animatrice ou en commentant sur le Facebook Live. Toutes les questions sont anonymes, alors n'hésitez pas à participer. Dans ce temps de confinement où l'espace et le temps se partagent avec tous ceux avec qui nous sommes confinés, physiquement confinés, nous avons beaucoup ici parlé sur Intimus de la préservation de l'espace intime, individuel, afin de se régénérer et de mieux supporter ce qui aurait pu nous paraître il y a un mois insupportable et impensable. La question du secret, c'est-à-dire ce qui nous appartient au plus profond, de ce qui nous encombre parfois, de ce qui nous anime aussi, met en perspective la place de la parole. Doit-on tout dire? Le secret est-il fait pour être révélé ou au contraire pour être contenu dans son mystère? Le secret peut-il être considéré comme un mensonge ou par soi comme une pierre précieuse? La place et le sens du respect sont-ils fondamentaux? Respecter le secret de l'autre reste facile tant qu'on ignore qu'il en existe un. Pour répondre à toutes ces questions, pour aborder ce thème du secret et du respect, nous avons aujourd'hui Joëlle Mignot. Nous sommes ravis de l'accueillir encore une fois. Donc Joëlle, vous êtes psychologue, sexologue, clinicienne, directrice du pôle santé sexuelle et droits humains de l'Université Paris-Diderot et rédactrice en chef de la revue Sexualité humaine. Voilà. Donc bonjour Joëlle. Bonjour Georgina. Bonjour à tous et à toutes. Oui, et bonjour à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices sur Zoom et sur Facebook. Donc Joëlle, doit-on tout dire? Est-ce que le secret est fait pour être révélé ou au contraire pour être contenu dans son mystère? Alors c'est déjà une question très directe là Georgina. Oui, oui. Je ne suis pas sûre de répondre d'ailleurs aussi directement que la question l'est. Chacun aura certainement une réponse très, très différente par rapport à la révélation. On reparlera de la révélation tout à l'heure. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est de se pencher un peu sur l'origine du mot secret. Alors le mot secret, c'est vrai que quand on l'étudie d'un peu plus près, on s'aperçoit que finalement il est très lié d'abord évidemment à l'origine sanscrite de secret qui est Chris et l'origine grecque aussi qui est kryptos. Et ce qu'on comprend, c'est que finalement dans cette définition-là, il y a une dimension sacrée et très spirituelle du mot secret. Le secret en lui-même est déjà quelque chose, contient une dimension sacrée. Donc c'est dans sa définition même et c'est même dans son étymologie et dans sa base. Alors on retrouve aussi par exemple cette dimension cachée dans secretus quand on étudie un peu plus le latin. Donc par définition, le secret c'est une dimension qui doit être cachée, qui est profonde, et qui est évidemment inaccessible ou en tout cas très lié à une intimité, à l'intimité propre de chacun. Donc c'est déjà dans sa définition quelque chose qui nous appartient en propre. Après se posera la question de la révélation et de comment cette révélation peut éventuellement se faire. Il y a différentes façons d'ailleurs de révéler un secret. On voit ça dans différentes sociétés d'ailleurs qui utilisent la question du secret. Donc voilà, et on sait aussi qu'il y a plusieurs sortes de secrets. On parle par exemple du secret de famille. Bon, celui-là, il est assez courant dans nos consultations, par exemple. Il émerge assez fréquemment. Il y a les secrets qui sont traumatiques, que chacun peut garder en soi. Il y a les secrets professionnels, évidemment, qui est aussi un secret bien connu et qui interroge à la fois les juristes et puis le corps médical. Et puis, on parle aussi du secret de l'instruction,
il y a le secret d'État. Alors, en ce moment, on est très, très lié à ce que l'État décide. Y a-t-il des secrets d'État actuellement qui seraient en lien avec tout ce qu'on est en train de vivre? Le secret a aussi été à la base de construction de certaines sociétés qu'on appelle des sociétés secrètes, donc dans différents endroits et sous différentes formes. Et puis, on parlera tout à l'heure aussi des agents secrets et puis des codes secrets. Donc, voilà, le secret, finalement, permet de décliner beaucoup, beaucoup de figures. Alors, ce qui m'a semblé intéressant dans ce que nous sommes en train de vivre, c'est que nous sommes actuellement au secret. C'est-à-dire que ce confinement qui nous est imposé par l'arrivée du virus et puis qui nous est imposé aussi par les règles que nous devons mettre en œuvre, eh bien, c'est être au secret. Donc, nous sommes à la fois détenteurs de secrets, nos secrets, et en même temps, nous le vivons au quotidien actuellement, puisque nous sommes au secret, qui est effectivement qui correspond à l'idée de mettre quelqu'un effectivement dans une privation de communication, même si aujourd'hui, évidemment, les réseaux sociaux nous permettent de communiquer beaucoup plus facilement que s'ils n'existaient pas. Mais il n'empêche que nous sommes quand même au secret. Donc voilà, donc on est en plein cœur à la fois de ce que nous sommes en train de vivre et de ce que nous avons aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Donc ça touche à la fois notre vie de communauté et notre vie intime. Mais donc, le confinement serait un espèce de secret partagé par toutes et tous, mais il y a aussi des secrets qu'on garde pour soi ou qu'on ne dit qu'à une ou deux personnes. Mais quelle est la balance entre les secrets et les mensonges? Est-ce que nos secrets peuvent être considérés par les autres comme des mensonges? Oui, donc vous reposez, Georgina, la question de la révélation du secret. Par définition, le secret nous appartient. À partir du moment où il est partagé, ce n'est plus un secret. Il perd cette notion de secret, sauf si c'est la règle de la société en question de faire circuler un secret ou en tout cas d'essayer de le vivre en commun, ce qui peut être le cas de certaines, effectivement, sociétés secrètes. Mais dans notre société habituelle, enfin courante, effectivement, le secret est plutôt vécu comme quelque chose d'intérieur et de très, très personnel. Donc, à partir du moment où il est révélé, il perd cette particularité de nous appartenir. Alors, la question du mensonge, puisque vous abordez tout de suite cette question, qui est une question, elle n'apparaît, la question du mensonge, qu'à partir du moment où le secret qui aurait dû être gardé par celui qui le porte se révèle ou apparaît sous une forme ou sous une autre, à quelqu'un d'autre, et qui va, cette deuxième personne, le vivre comme une trahison ou un mensonge. Donc derrière, effectivement, la révélation du secret qui peut être fortuite, alors ça on le voit très fréquemment par exemple dans les couples qu'on suit, quand il y a un secret porté par l'un, quel que soit ce secret d'ailleurs, c'est pas forcément un secret d'infidélité, ça peut être d'autres secrets. On est confronté, nous, dans nos consultations, à des secrets autour, par exemple, de traumatismes vécus dans l'enfance qui ne sont pas dites, par exemple, dans le couple, ou des histoires autour d'avortements vécus, très mal vécus, qui apparaissent bien après dans la relation de couple, des choses comme ça. Donc, le secret peut prendre évidemment différentes formes et à différentes natures. Mais à partir du moment où il est découvert, donc c'est la question du voilé-dévoilé, peut être vécu pour celui qui le découvre et qui n'était pas lui-même porteur de ce secret, comme une trahison. Et donc, ce qu'on appelle un mensonge. Donc voilà, je crois que le système, il est plutôt là. Il est dans comment celui qui reçoit le secret de l'autre, par inadvertance ou de façon révélée directement, parce qu'il y a aussi des secrets qui peuvent se révéler en les disant, pas seulement en les découvrant par inadvertance, eh bien, ça peut être vécu comme une blessure personnelle. Bon, après, ça va dépendre de la nature du secret, bien entendu. Donc, en attendant peut-être qu'ils soient révélés ou dévoilés, nos secrets, on peut les garder et on va l'aborder dans nos jardins secrets. Oui. Qu'est-ce que sont ces jardins secrets exactement?
Alors, bon, vous abordez la question assez directement aussi, Georgina. Le jardin secret, ben, c'est l'ensemble de nos secrets. Et c'est surtout ce que nous faisons de nos secrets. C'est-à-dire comment nous les cultivons. Alors, on verra tout à l'heure, peut-être un petit peu plus tard, la question de cultiver son jardin. Hein, c'est-à-dire comment on cultive ces secrets et en quoi est-ce qu'ils nous fondent aussi. Et en quoi est-ce qu'ils nous transforment. Parce que c'est aussi ça la question du jardin secret. C'est que le jardin secret, il est évolutif. Il n'est pas figé. C'est comme un jardin d'ailleurs dans la réalité. Un jardin n'est jamais figé. Il est toujours en évolution. Et il vit aussi au niveau, il est très lié par exemple aux saisons qui vont faire que ce jardin, eh bien, à un moment donné, va être dans l'hiver par exemple extrêmement replié, mais que les petites graines dans le sol vont quand même commencer à se préparer pour qu'au printemps, le printemps que nous sommes en train de vivre tous, eh bien, puisse donner de nouvelles pousses, de nouvelles fleurs, etc. Enfin, du renouveau en tout cas. Donc voilà. Donc le jardin secret, c'est une métaphore. C'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore. On y reviendra. Eh bien, c'est aussi l'ensemble de nos secrets et aussi ce que deviennent nos secrets et comment on les cultive. Et qu'est-ce que nous en faisons pour notre vie personnelle. Alors après, toute la question reste effectivement, en particulier dans cette période de confinement, comment ces jardins secrets vont pouvoir aussi se frotter les uns aux autres. Parce que je pense qu'on a tous des jardins secrets, tous, absolument tous. La question, c'est de pouvoir supporter que l'autre en ait un. En fait, c'est ça la question. Parce qu'on a toujours le fantasme que, en tout cas dans beaucoup de couples, ça se passe comme ça. Si on se remet ou dans beaucoup de familles, on pense que tout doit être transparent. Donc ça pose la question aussi de la transparence et du tout dire ou ne pas tout dire. Voilà. Donc il y a la question de la parole, la question de la transparence et du fantasme de cette transparence, qui est que lorsque l'on est dans un groupe resserré comme un couple ou une famille, en particulier en ce moment, eh bien, on doit tout savoir de l'autre. Donc c'est une vraie question. Doit-on tout savoir de l'autre? Alors moi j'aurais ma réponse, évidemment, mais c'est peut-être pas la réponse de tout le monde. Donc, mais c'est quand même très très lié au fantasme de la transparence. Et justement, vous parliez de l'évolution des saisons et de l'environnement finalement pour notre jardin. Est-ce que le confinement que nous vivons tous aujourd'hui comporte des risques pour nos jardins secrets? Oui, je pense que oui. Enfin, des risques. Alors, je ne sais pas si ce sont des risques ou si ce sont des processus évolutifs. On peut en tout cas, on parle beaucoup en ce moment de travail intérieur, de travailler à l'intérieur de soi, de se mettre au-dedans de soi pour pouvoir évoluer. Enfin, ça a été depuis le début une grande. J'ai trouvé ça assez frappant. Est-ce qu'on avait besoin de ce confinement pour ça d'ailleurs? C'est une vraie question. Je pense que c'est assez défensif de se dire qu'on va se retrouver soi-même parce qu'on est dans le confinement. Je pense, enfin là, je parlerai très personnellement. Je pense qu'on n'a absolument pas besoin de ça pour se retrouver personnellement. Bon, il a fallu qu'on trouve des mécanismes de défense. On a trouvé celui-là plus globalement. On entend ça partout. Voilà. Alors après, effectivement, la révélation, encore une fois, et ce fantasme de transparence qui va de toute façon circuler entre les êtres, quels que soient leurs liens, que ce soit des liens amoureux ou des liens plus familiaux, eh bien, va lui-même aussi circuler entre les uns et les autres, et justement va mettre en perspective la question du respect. Alors, la question du respect, c'était un thème que je voulais absolument aborder aussi parce que je trouve que il est en miroir avec la question du secret. Voilà, respecter le secret, les secrets ou le jardin secret, ça demande déjà de pouvoir accepter qu'il y en ait un chez l'autre, ce qui n'est pas vrai pour tout le monde. Vous interrogerez autour de vous la majorité des gens, et en particulier des gens qui vivent à deux, eh bien, il y en aura assez peu qui vont vous dire « oui, je respecte le jardin secret de mon partenaire ».
Parce que obligatoirement, ça évoque quelque chose qui va qui peut mettre en danger celui qui n'est pas véritablement au courant du jardin secret de l'autre. Donc, ça pose cette question du respect et de comment on installe le respect dans une relation amoureuse, amicale. Alors, c'est plus facile dans la relation amicale parce qu'il y a moins d'enjeux. Il n'y a pas les mêmes enjeux en tout cas, ou familiale. La question du respect du jardin secret, par exemple, d'un parent vis-à-vis d'un enfant, ou d'un parent vis-à-vis d'un adolescent, ou d'un adolescent vis-à-vis de son parent, parce que ça marche dans les deux sens. Donc, et cette question du respect, eh bien, elle est au cœur de notre vie relationnelle et de notre vie des droits humains. Déjà, c'est une des valeurs fondamentales. Hein. Ça, nous, on est là pour le défendre. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et donc, nous avons à travailler cette dimension du respect, déjà en nous respectant nous-mêmes dans notre propre jardin secret, on va le dire comme ça, mais aussi en respectant l'autre. Mais encore une fois, c'est plus facile à dire qu'à faire et ça demande une certaine capacité de souplesse, d'adaptation, de distance. Et d'ailleurs, dans la définition même étymologique aussi du mot respect, eh bien, il y a la distance. Alors, bon, il y a une phrase de Yankelevitch que j'aime beaucoup, le respect à la phobie de la proximité. Effectivement, le respect en lui-même ne peut pas, alors la proximité au sens de la fusion, au sens de quelque chose où on serait pareil que l'autre, hein, c'est dans ce sens-là. Donc, effectivement, le respect inclut cette dimension de distance. Quand on respecte quelqu'un ou quand on respecte une chose, quand on respecte une idée ou quand on respecte un lieu, etc., ça nécessite cette distance. Donc, dans le respect, il y a la distance et cette distance va permettre cette respiration entre soi et l'autre. Et respecter l'autre, ce n'est pas être collé à l'autre et être dans l'autre. Ça pose, alors évidemment, moi, ça m'évoque tout de suite la question de la fusion hein, dans les couples, quand les couples sont très, très fusionnels et qu'on s'aperçoit que justement, eh bien, le respect n'a pas forcément sa place et ça peut donner des conséquences, par exemple, au niveau des violences. C'est le manque de respect. Évidemment, j'enfonce un peu les portes ouvertes là quand je dis ça. Mais le manque de respect peut impliquer par exemple des violences. Les violences sont une conséquence du manque de respect. Puisque si je te frappe, si je t'insulte, eh bien c'est parce que je ne te respecte plus. Ou c'est parce que je pense que tu m'appartiens ou que tu es comme moi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cet espace très particulier entre le respect et la fusion. Et le respect implique la distance. Quand il est mis en œuvre, le respect implique cette distance nécessaire vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de l'objet qu'on respecte. Donc, vous avez abordé un peu la question de la place du jardin secret dans le couple. Mais à côté de ça, est-ce qu'on peut avoir aussi un jardin secret à plusieurs, par exemple, le jardin secret des parents vis-à-vis des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être partagé, le jardin secret? Bien sûr, c'est un peu… tout à l'heure, je parlais des sociétés secrètes. Le couple pourrait être considéré finalement comme une société secrète. Hein, le couple qui a ses secrets vis-à-vis de la famille, puisque on parle depuis tout à l'heure du secret individuel et de la révélation ou du dévoilement du secret. Mais le secret peut aussi être un objet pour un groupe de personnes. Hein. Donc, c'est aussi comme ça que se sont d'ailleurs fondés certains groupes autour de la dimension du secret. Et le couple peut être effectivement une forme de société secrète par rapport à la famille, tout au moins, et même par rapport à la société. Hein. Donc voilà, donc alors après, il peut y avoir aussi des secrets à l'intérieur même du couple. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans des choses assez sensibles, mais cette dimension du respect me semble importante parce qu'on a à travailler cette dimension-là en ce moment. D'abord, on nous impose d'une certaine façon un respect qui devait être dans la société avant, mais qui là maintenant se caractérise par la distance physique
qu'on doit prendre vis-à-vis de l'autre. Donc le respect est tout à fait concrétisé actuellement par le fait de ne pas contaminer, le fait d'être à distance, de garder le mètre ou les 2 mètres qui doivent nous séparer des autres, le fait de mettre des masques qui doivent aussi nous permettre à la fois de nous protéger, mais aussi de respecter l'autre dans ce qu'on pourrait transmettre à l'autre. Donc on est aussi dans une mise en œuvre actuellement du respect les uns vis-à-vis des autres. Alors, il y a ceux qui ne respectent pas aussi, hein. Il y a aussi ceux qui ne respectent pas. On l'a vu sur différents exemples. Bon, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe dans la société actuellement, mais voilà, il y a des gens qui sortent beaucoup plus qu'ils ne devraient le faire, d'autres qui crachent par terre, enfin bon, voilà. Donc, on a aussi des gens qui ne sont pas dans cette dimension du respect. Donc, c'est important de remettre cette dimension-là aussi dans ce que nous sommes en train de vivre. Ceci dit, j'aime bien aussi, moi, insister sur la dimension paradoxale du respect. C'est-à-dire que trop de respect peut aussi amener un certain nombre de difficultés. Alors, je pense plus particulièrement dans la sexualité des couples. On sait bien que, et ça on l'entend nous dans nos consultations, que quand il y a trop de respect de l'autre, eh bien ça peut vraiment nuire à l'érotisation et à la liberté des corps, par exemple, parce que bon, les Canadiens ont parlé du phénomène de madonisation, c'est-à-dire voilà, cet hyper-respect qui fait qu'on ne peut plus toucher l'autre parce qu'il devient intouchable. Voilà, en gros, quelque chose comme ça. Donc, voilà, donc dans le respect, il y a aussi toujours une dimension, comme dans toutes les valeurs, une dimension excessive et paradoxale. Voilà, trop respecter, ça peut être aussi, voilà. Mais aujourd'hui, on met à l'œuvre ce respect vis-à-vis de notre entourage dans notre vie quotidienne. Donc, secret et respect marchent ensemble. J'ai une question dans ce sens, justement, quelqu'un qui, je pense, s'interroge sur les limites, qui me demande, est-ce que tout dire, c'est respecter? Est-ce que ne rien demander, c'est respecter? Ou est-ce qu'à l'inverse, est-ce que cacher, ce n'est pas respecter? Alors, il y avait trois volets. Est-ce que tout dire, c'est respecter? C'était ça le premier Voilà. volet. Hein. Alors, est-ce que tout dire, c'est respecter? Alors, bon, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que tout dire, ce n'est pas respecter. Tout dire, est-ce que d'abord, en disant tout, on se respecte soi-même? Ce qui est quand même la première des choses à faire, c'est de se respecter soi. Est-ce que tout dire, ce serait justement, ça mettrait en question cette dimension de la transparence, hein, comme si on devait être transparent vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire se révéler dans toutes ces dimensions. Enfin, je veux dire, d'abord, c'est impossible. Hein, c'est impossible, puisque de toute façon, nous sommes aussi des secrets ambulants, il faut quand même le savoir, hein, dans notre histoire. On voit ça, par exemple, cette question me fait penser à cette difficulté que peuvent avoir certains couples par rapport au passé de l'autre. On voit ça dans les consultations, vraiment des difficultés quand il y a des immaturités affectives, par exemple, où le passé de l'autre peut être un poids, peut être une vraie question, une question enfin, ça met en question la jalousie d'ailleurs, hein, c'est en perspective la question de la jalousie. Mais être jaloux du passé de l'autre, par exemple, eh bien, c'est vraiment être jaloux du secret de l'autre, parce que notre passé, c'est notre secret. Hein. D'abord parce qu'on ne peut pas le réinventer, déjà nous-mêmes, et puis il peut pas être réinventé par quiconque. Donc voilà, donc on est déjà porteur de notre secret à travers notre histoire. Donc voilà, le tout dire, ça me fait penser à ça. Le deuxième volet, c'était est-ce que ne rien demander, c'est respecter? Alors, ne rien demander, est-ce que c'est respecté? Je pense qu'on a le droit de demander. Voilà, je pense que on a le droit de demander. Ça ne veut pas dire qu'on aura la réponse qu'on attend. Ça, c'est une autre question. Parce que c'est aussi la question de la projection. Quand on fait une demande, c'est que souvent on attend quelque chose. Donc, est-ce que la demande sera à la hauteur, enfin la réponse sera à la hauteur de la demande? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est en lien avec le respect? Oui, je pense que ça peut être en lien avec le respect à partir du moment où il y a une communication sincère qui s'installe. Pas forcément celle qui va nous faire plaisir. Hein. Voilà, donc c'est plutôt là la question de la sincérité qui serait au creux de cette réponse. Et donc le dernier, c'était à l'inverse, est-ce que cacher, ce n'est pas respecter?
Vous avez un peu Alors, répondu. j'ai un peu répondu. Vous avez déjà répondu un petit J'ai un peu. peu répondu en disant que de toute façon, nous sommes des secrets ambulants, je pense, déjà. Alors après, il y a les secrets précis qui arrivent dans une vie qu'on n'a pas forcément envie de dire à l'autre, par exemple. Parce qu'on a envie de garder ça pour soi, parce que ça nous a fait grandir, parce que ça nous a fait mal, parce que ça fait partie de notre vie et qu'on considère que notre vie est la nôtre. Et je pense qu'effectivement, ça pose la question de l'individu, du sujet, hein, philosophique là pour le coup, c'est-à-dire en tant que sujet, oui, nous avons le droit de garder nos secrets. Enfin, je veux dire, même au-delà même du fait que nous en soyons un nous-mêmes. Donc, c'est vraiment la question du droit. D'ailleurs, dans mon PowerPoint tout à l'heure, vous verrez que je dis que le secret, et le jardin secret, c'est un droit humain. Enfin, moi, je le revendique comme ça. Maintenant, la question est toujours dans la question relationnelle, hein, c'est-à-dire c'est le secret de l'autre qui est difficile à supporter. C'est pas forcément le sien. Hein, mais les secrets peuvent avoir beaucoup de formes, hein, dans des histoires relationnelles, hein, beaucoup. J'ai quelqu'un qui cherche un peu plus encore la définition et qui me demande, nos secrets sont-ils toujours connus de nous-mêmes? Est-ce qu'on a des secrets non conscients ou inconscients, par exemple? Ah, c'est une belle question. Oui, alors ça me fait penser, moi, à l'émergence ce qu'on appelle, dans la psychanalyse, mais on peut l'appeler autrement aujourd'hui, le retour du refoulé, c'est-à-dire ce qui émerge à un moment donné, par exemple dans un travail personnel, il y a quelque chose qui émerge de lumineux à un moment donné, qu'on avait oublié, qui était refoulé, qui était dans notre mémoire très loin, mais qu'on n'avait pas. Voilà, ça peut être des situations, ça peut être, ça peut être parfois des traumatismes, hein, mais ça peut être aussi des sensations ou des expériences vécues très jeunes, des choses comme ça je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais enfin, il peut arriver qu'il y ait comme ça des émergences et on se dit mais d'où ça vient quoi. C'est comme si c'était un secret qui nous appartient et qui tout à coup devenait une lumière qui peut nous éclairer sur notre vie d'aujourd'hui. Donc oui, je pense que ces aspects-là, bien sûr, peuvent inconscients, sont très, très puissants, pas forcément dans le négatif, mais aussi parfois pour nous éclairer dans notre vie d'aujourd'hui. Et justement, on en parlait en tout début et j'ai des questions qui reviennent à ce sujet. Comment, du coup, cultiver ce jardin secret, ou notre jardin secret? Mhm. Alors, bon, on reprend l'idée du jardin donc, et du travail qu'on peut faire avec ce jardin. Alors, encore une fois, cette dimension du jardin secret, elle est vraiment riche parce que effectivement, on sait que de toute façon, on en a toujours un jardin secret, quel qu'il soit, plus ou moins secret, plus ou moins riche. Il va être relié à nos sentiments, à nos pensées, à tout ce que nous avons vécu aussi, à notre intériorité, toute cette intériorité qu'on a pu cultiver depuis que nous sommes nés, puis aussi à nos relations avec les autres, à comment on a appris à aimer ou à pas aimer d'ailleurs pour certains, comment on vit nos relations intimes avec les autres. Enfin, donc on a vraiment des paysages intérieurs. Moi, j'aime bien cette dimension de paysage intérieur qui sont encore peut-être un peu plus larges encore que le jardin secret. C'est important de pouvoir les visiter, ces paysages-là. Alors, il y a des méthodes pour ça, hein. On peut faire un travail sur soi, il y a des méthodes de méditation, d'hypnose, etc., qui peuvent nous permettre aussi de les visiter. Ce qui est important aussi, c'est alors, on a beaucoup parlé de l'imaginaire, on en parle aussi de façon très. Cultivons notre imaginaire, notre créativité, etc. Alors, oui, ça, encore une fois, c'est peut-être un peu enfoncer une porte ouverte. C'est aussi plus facile à dire qu'à faire parce que ce n'est pas vrai pour tout le monde. Certaines personnes ont des difficultés avec cette vie. Et puis l'imaginaire, il peut se concrétiser parfois par des choses très manuelles, très de fabriquer des choses. Pour d'autres, ça va être d'écrire. Pour d'autres, ça va être voilà. Donc cultiver son jardin, c'est à la fois regarder sur les différentes plantes qu'on a pu planter aussi dans sa vie. C'est les laisser s'épanouir. C'est parfois remettre une petite graine un peu plus profonde pour que, à un moment donné, elle puisse donner peut-être un peu plus tard un arbre qui sera solide. Voilà, le jardin secret, il peut nous donner beaucoup, beaucoup d'idées
pour essayer aussi d'envisager l'avenir. Parce que il faut bien savoir que le jardin secret qu'on est en train de cultiver aujourd'hui, ce sera celui qui va s'épanouir demain. Alors, je pense que c'est important aussi quand même dans ce moment extrêmement qui peut être déprimant quand même, il faut quand même le dire, parce que acceptons aussi que ce soit un peu déprimant, je pense que voilà. Mais en même temps, c'est important aussi que ce moment déprimant puisse devenir aussi quelque chose de… on parle beaucoup de qu'est-ce que ça va devenir notre monde demain, comment on sera demain, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. etc. Mais ce que nous sommes en train de planter aujourd'hui pourra peut-être nous permettre d'avoir un jardin différent, peut-être plus naturel aussi. On parle beaucoup d'écologie, donc voilà, tout ça va nous permettre, en tout cas, de créer peut-être un monde nouveau. Alors, c'est très, très idéaliste, ce que je dis, j'en ai conscience. En même temps, voilà, on est en train de le cultiver aussi, et individuellement et collectivement. On a des questions sur la notion de temps, parce que oui, nous avons du temps pendant le confinement, beaucoup, mais aussi la notion d'espace. Et ça, l'espace, on en a peut-être un peu moins en ce moment. Oui. On a peut-être un peu plus de mal à trouver l'intimité nécessaire qu'il faudrait. Donc, est-ce que le confinement, c'est le bon moment pour cultiver ce jardin secret, ou au contraire, est-ce que c'est un moment qui va être un peu difficile? Alors, tout à l'heure, je vais proposer un tout petit jeu à la fin de mon PowerPoint, en proposant plusieurs images, plusieurs versions, plusieurs figures du jardin secret. Donc, on en a tous un différent, et je pense qu'il peut aussi être évolutif, c'est-à-dire vivre un jardin d'une certaine façon à un moment donné, et le lendemain le vivre autrement. Donc, alors effectivement, ceux qui font pousser leurs petites plantes sur leur balcon ou sur leur rebord de fenêtre, ou même à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas d'extérieur, eh bien, ont déjà… Enfin, c'est une métaphore évidemment, c'est une métaphore de ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais ont déjà ce jardin secret, et vont pouvoir aussi le laisser croître. Donc, je ne pense pas que ce soit l'ampleur du jardin ni la grandeur du jardin qui va changer sa qualité. Donc, effectivement, l'espace et le temps nous sont très différents actuellement. On ne peut plus visiter le monde. Le monde, c'est aussi un jardin quand même. Enfin, moi, je le vis comme ça. Donc, le monde, c'est aussi un jardin où on projette beaucoup de choses. Parfois, ce n'est pas un jardin très agréable d'ailleurs, ça dépend où. Toutes ces questions écologiques sont très, très présentes aussi. Les jardins, ils peuvent être aussi très, très abîmés par l'air qu'on respire, etc. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Comment on va… Ça pose la question du voyage aussi, du paysage, du voyage, et comment notre vie va se réorganiser autour de tous ces thèmes-là. Des thèmes qui nous portent à l'extérieur, qui nous portent vers le monde extérieur, et qui, là, aujourd'hui, nous obligent effectivement à rester dedans. Donc, c'est le dedans et le dehors. Et comment on va repartir sur du dehors aussi. Comment on va se remettre à aller vers l'extérieur, et puis évidemment à aller vers l'autre. À aller vers l'autre. Comment on va réaller vers l'autre. Et voilà, ce que ça m'évoque. Dans la suite justement de notre jardin, ce qu'on en fait ou pas, on a reçu un témoignage, je vous le lis. Je suis tiraillée, je n'ai pas tout dit d'une aventure à mon conjoint. Je sais que lever ce mensonge lui ferait beaucoup de mal, mais je ne suis plus à l'aise avec le fait de garder ça pour moi. Que faire? Quel choix entre son bonheur remis en question, le laisser dans une histoire dont il n'aurait pas tous les éléments, et la tranquillité de ma conscience? Bon, alors ça, c'est l'exemple, je dirais, le plus… c'est souvent d'ailleurs celui auquel on pense en premier quand on parle du secret. C'est la révélation de l'infidélité. Voilà, il faut être lucide, c'est ce qui vient à l'esprit de beaucoup de gens. Moi, j'ai voulu élargir parce que je ne voulais pas rester dans l'idée de l'infidélité, du secret, voilà, et de la tierce personne. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. C'est que là, pour le coup, dans cet exemple, c'est l'idée qu'il y a une tierce personne qui arrive dans un couple. Et puis, l'idée aussi qu'il y a peut-être des sentiments qui sont en train de naître, ou un désir, ça dépend
évidemment de comment cette relation s'est nouée, et surtout l'idée de est-ce que je dois le dire à l'autre ou pas, et qu'est-ce que ça va apporter de le dire à l'autre ou pas, ou qu'est-ce que ça va détruire, hein. Donc il y a toute la question de la peur, de la destruction aussi, mais aussi la question de la responsabilité, hein. Ça dépend vraiment. Là, je pense que la révélation de ce secret-là, il n'y a absolument pas de réponse toute faite. Ça va vraiment dépendre de comment ce couple-là est en train de vivre sa vie de couple, parce que parfois la révélation du secret est salvatrice. Ça existe aussi. Alors, elle peut faire souffrir, hein, c'est pas parce que ça fait souffrir que c'est pas salvateur. Donc, ça peut être aussi salvateur pour celui qui le révèle, mais aussi pour l'autre, pour celui qui vit un secret sans le savoir, hein. Moi, je crois beaucoup aux inconscients qui fonctionnent, qui circulent, hein, entre les êtres. Donc, j'aurais même tendance à dire que quand il y a une histoire comme ça de tiers qui arrive dans un couple, eh bien, celui qui n'est pas au courant le sait déjà. Et moi, je le vois bien d'ailleurs dans mes consultations, c'est souvent, il ne le sait pas vraiment, il ne le sait pas concrètement, il ne le sait pas consciemment, mais ça ne peut pas laisser indemne une histoire à deux lorsqu'il y a un tiers qui arrive, quel que soit ce tiers d'ailleurs, hein. Voilà. Donc les mouvements inconscients changent obligatoirement, hein, puisqu'il y a une tierce personne qui arrive. Après, la révélation dans la parole, ça c'est autre chose. La question de la conscience est une belle question, la question de la responsabilité aussi. Mais surtout, il y a une question qui se pose, qui, à mon avis, émerge de cette question-là, de cette interrogation, c'est la question de la culpabilité, hein. C'est se sentir coupable de faire du mal à l'autre, mais se sentir coupable aussi de détenir quelque chose que l'autre ne sait pas, si on a le fantasme justement de cette transparence. Ça va dépendre de la valeur de la relation tierce, en fait. Ça va dépendre de ça, beaucoup, je pense. Il y a aussi beaucoup de couples qui, dans la révélation, choisissent aussi d'avoir une autre vie, hein. Ça existe aussi, il y a tous les modèles. Puis d'autres qui sont plus dans le renforcement. Donc ça va dépendre. Voilà, c'est la question de la culpabilité qui est au centre de ça. Alors là, j'ai deux questions. Choisissez avec laquelle vous pouvez commencer. Donc, il y a quelqu'un qui pose plutôt la question de la balance entre le jardin secret de l'autre et le sien, et le respect. La question, c'est peut-on avoir envie de tout dire, mais ne pas tout savoir? Et quelqu'un qui demande, qui dit, vous parlez plusieurs fois de fantasme, un couple qui se dirait vraiment tout, c'est pas possible, c'est pas envisageable, le bonheur n'est pas envisageable comme ça. Alors, la première question, c'est avoir envie de tout dire, mais ne pas tout savoir. C'est ça. Et c'est sans doute en lien avec la culpabilité dont vous parliez. Oui, mais c'est surtout en lien avec envie de tout dire. Pour moi, ça renvoie à l'enfant. Ça renvoie à quelque chose de l'immaturité. Voilà, tout dire, encore une fois, c'est très fantasmatique. Est-ce qu'on peut tout dire? Et puis surtout, quand en balance, il y a ne pas envie de tout savoir. C'est se mettre dans une position de je veux tout dire parce que je veux tout révéler à ma maman, quoi. C'est un peu ça l'histoire, mais je veux surtout pas savoir. Donc ça renvoie à quelque chose d'un peu immature quand même. Voilà. Moi, ça m'évoque ça. Et puis la deuxième question, c'était C'était sur la question de quelqu'un qui relevait votre utilisation du mot fantasme, le fait du coup de fantasmer une relation transparente. Est-ce que c'est vraiment, ça ne peut être qu'un fantasme? Est-ce que le bonheur ne peut pas être trouvé là-dedans? Ou est-ce que c'est juste pas possible? Je pense que c'est quand même très fantasmatique et que c'est aussi une dimension assez absolue et idéalisée. Par définition, tout simplement parce que, encore une fois, nous sommes nous-mêmes des secrets. Donc, c'est essayer de vivre l'impossible. Alors, on entend ça dans les couples. Oui, on se dit tout. On est très. Moi, j'entends assez fréquemment ça dans les couples. Alors, souvent, d'ailleurs, où il y a une problématique sexuelle, hein. C'est-à-dire que cette espèce de transparence vécue, même assumée, elle crée des couples presque amicaux.
plus amicaux que véritablement amoureux. L'amour, c'est quand même quelque chose qui est très lié au mystère, hein, quand même. Hein. Donc, la question du mystère, on peut ne pas l'accepter parce que on a l'idée que l'autre doit être complètement, encore une fois, transparent pour soi-même. Mais c'est quand même porteur de mystère. C'est dans la définition même de l'amour, hein, et du désir aussi, le mystère. Donc, cet aspect mystérieux, hein, et mystérieux et presque mystique d'ailleurs, hein, les deux mots sont de la même origine, eh bien, me semble quand même importante. Et puis peut-être tout simplement accepter que c'est aussi la question de l'acceptation, hein, que l'autre n'est pas soi. Mm. Alors là, peut-être une dernière question, quelqu'un qui me pose la question de la place de la technologie dans nos secrets et dans le respect et dans notre jardin et le jardin de l'autre. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est tellement facile d'avoir accès à des conversations, d'avoir accès à des recherches Internet. Alors, il y a un point que je n'ai pas du tout abordé, mais que je peux peut-être. C'est la question du renforcement de ce qu'on appelle, nous, dans notre métier, les défenses paranoïaques. C'est-à-dire aller fouiller, aller chercher, aller voir ce qui se passe dans le portable de l'autre. Voilà. Donc, ça repose la première question, c'est-à-dire celle de la révélation, et puis celle du doute. Parce que bien souvent, lorsqu'il y a ces quêtes, enfin là, je le vois aussi dans les couples que je reçois, parce que c'est tellement fréquent que ça arrive dans les histoires de couple, de la révélation par un portable qui sonne, par un mail qui est passé, par quelqu'un qui va chercher dans les mails de sa compagne ou de son compagnon. Alors après, il y a tout le mouvement proactif d'aller chercher quelque chose qu'on a envie de trouver. Et en général, on trouve. Il faut bien savoir que bien souvent, quand le doute commence à faire son chemin, bien souvent, la révélation arrive. Elle peut arriver aussi parfois, et moi ça me fait penser à un travail que j'ai fait il y a quelques temps sur l'infidélité traumatique, c'est-à-dire l'idée aussi de l'émergence du secret sans qu'il y ait, en tout cas consciemment, de doutes vraiment perçus, quoi. Et ça peut arriver aussi. Donc, effectivement, les nouvelles technologies mettent en perspective cette question du secret, hein, c'est sûr. Après, ça dépend où on situe le curseur. Voilà. Et puis aussi, comment fonctionne, si c'est un couple, ce couple-là. Ça peut aussi se poser dans une autre perspective que le couple, c'est dans la famille, par exemple les enfants vis-à-vis des parents. Hein, est-ce que les enfants peuvent avoir leur jardin secret, hein, on a parlé de la chambre fermée, par exemple. Qu'est-ce que c'est un lieu secret, la chambre fermée, pour les ados ou pour les enfants, comme pour les parents d'ailleurs. Hein, pour l'individu, hein, pas seulement pour les couples. Donc voilà, c'est intéressant de voir que le secret, il est très lié à la fois au respect, à la culpabilité, au doute, et que ça met en perspective toute notre vie. Allez, une vraie dernière question. Quelqu'un qui me demande du coup comment protéger son jardin secret. Est-ce qu'il faut mettre plus d'énergie à protéger son jardin que d'aller chercher à fouiller dans celui de l'autre? Et si oui, comment est-ce qu'on peut le protéger, ce jardin? Alors, moi, je pense que la meilleure protection, s'il y en a une, c'est d'abord d'avoir un peu encore une fois, de distance par rapport à soi-même, c'est-à-dire de savoir ce qu'on a envie de révéler ou ce qu'on n'a pas envie de révéler. Donc, d'être en accord avec soi-même dans l'idée de dire ou de ne pas dire. Voilà. Donc ça, c'est déjà, ça met en perspective la question du respect de soi et de soi vis-à-vis de soi-même. Tout simplement, même pas vis-à-vis de l'autre. Hein. Donc, de savoir ce qu'on a envie de dire ou pas, ou de ce qu'on a envie de… Après, encore une fois, dans ces histoires-là, il y a l'histoire de l'émetteur et du récepteur. Et on voit bien que parfois, il y a des secrets qui peuvent être très, très mal vécus par l'autre. Je ne parle pas forcément d'infidélité, d'ailleurs. Je parle, par exemple, des maladies cachées, des choses comme ça qui apparaissent dans les thérapies de couple, par exemple, que nous pouvons faire, qui mettent l'autre très très mal. Moi, j'ai entendu ça parfois, quelqu'un qui me dit, oui, j'ai appris après coup qui il était ou qu'elle était malade, et si j'avais su ça, je ne serais pas mise en couple.
Hein. Donc là, c'est très douloureux pour celui qui reçoit ça, évidemment, mais en même temps, c'est quand même la question du secret qui se pose, parce que ce secret, il a été gardé par celui qui a cette maladie et qui ne l'a pas révélé. Bon, en même temps, il avait le droit de ne pas le dire. Il avait le droit le plus strict de ne pas le dire. Donc voilà, donc on est dans cette histoire aussi de relationnel très, très compliqué et j'ai pas réponse à tout. Non. Heureusement d'ailleurs. Vous n'avez pas réponse à tout, mais vous nous faites bien réfléchir et c'est déjà super. Et on va peut-être passer à votre PowerPoint de récapitulation et donc à votre petit jeu que vous nous avez. Alors, je vais faire le partage d'écran. C'est bon pour vous? Oui, très bien. Donc, secret, respect et confinement. Bon, alors là, je reprends un petit peu la définition du secret et être au secret. Je pense que tout ça, je l'ai dit. Oui, on va parler après du secret de Polichinelle. Il est intéressant ce secret-là. On n'en a pas parlé, mais voilà. On va s'arrêter quelques instants sur les figures du secret. Je pense passer à la deuxième, qui est sur le respect. Voilà, donc effectivement, cette mise en évidence que dans le respect, il y a plusieurs volets. Il y a le volet de la distance à l'autre, qu'on trouve dans son étymologie, mais il y a aussi parfois l'idée de suggestion, hein, de vénération, hein, quand on respecte une figure sacrée, par exemple, ou quelqu'un qu'on prend pour un être sacré d'ailleurs. Voilà, et puis il y a aussi une version collective du respect. Évidemment, dans le refus par exemple, d'abuser de sa force, la question des droits, en particulier des droits sexuels, hein, sont très marqués par cette idée du respect. Et puis, le respect fonde les valeurs d'une société. Enfin, c'est un des fondements d'une valeur d'une société, en tout cas dans nos sociétés occidentales et même ailleurs d'ailleurs. Donc, évidemment, cette idée de respect met en évidence la question de la contrainte, des mutilations, du respect de l'intégrité du corps, etc., etc. On voit bien d'ailleurs que ça émerge aussi, par exemple, dans les pays qui sont en guerre, où les femmes sont souvent des objets d'irrespect total, puisqu'elles sont utilisées comme armes de guerre. Voilà. Et puis cette nature paradoxale, alors là, plus dans la dimension individuelle et duelle, donc qui effectivement, trop de respect peut aussi avoir des conséquences totalement délétères sur la relation, en particulier la relation sexuelle. Alors oui, j'ai mis en évidence trois figures du secret. Alors le premier, c'est Polichinelle. Alors Polichinelle, vous le connaissez, hein, c'est un personnage de la Commedia dell'arte et qui va poser la question de la révélation, parce qu'en fait, et de la divulgation surtout. Polichinelle, il a une bosse devant, une bosse derrière. Hein, il est assez particulier au niveau corporel et c'est surtout qu'il il divulgue un secret qui est le secret qui a à voir avec son maître, on va dire ça comme ça, il a un maître et il divulgue le secret que ce maître a sous ses vêtements des plumes, couvert de plumes. Et alors, la question de la divulgation, elle est intéressante chez Polichinelle parce qu'en fait, il divulgue ce secret de façon très individuelle en racontant ça à des personnes différentes. Donc, ce qui fait que ce secret n'en est plus un. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le secret de Polichinelle, et qui en fait rappelle tous les secrets qui sont mal gardés ou qui sont divulgués et que tout le monde connaît. La deuxième figure, c'est la figure d'OSS 117, c'est la figure de l'espion et de l'agent secret. Alors là, c'est la question de la rétention et de l'absolu du secret face à la vie et à la mort, évidemment, puisque OSS 117 possède d'abord des secrets, lui-même, puisque pour pouvoir espionner le monde. Et puis, ça pose la question aussi de la révélation et de la détention du secret. Donc là, dans les couples, il y a parfois des OSS 117 qui se révèlent. Voilà.
l'espionnage. Et puis, la troisième figure, c'est la figure de l'alchimiste. Alors là, c'est celui qui possède le secret magnifique de la transformation du plomb en or. Hein, c'est le secret peut-être fondamental. C'est celui qui symboliquement nous montre la question de la transformation. Donc, peut-être que nous sommes en ce moment tous des alchimistes, on pourrait en tout cas essayer de le croire, puisque nous essayons en ce moment et de nous transformer et de transformer le monde. En tout cas, c'est ce qui se dit. Je ne sais pas si ça se fera vraiment, mais voilà. Alors, est-ce que nous allons transformer le plomb en or? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette transformation, le secret est au cœur de cette transformation, puisqu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, c'est la question aussi du savoir, en fait. Alors, le secret et la parole, bah, évidemment, c'est un lien indissociable avec, on a parlé du mensonge, je ne vais pas revenir dessus puisqu'on en a parlé au début. Moi, j'aime bien aussi la dimension du murmure, c'est-à-dire le secret qui se murmure à l'oreille. C'est-à-dire que quand on murmure quelque chose, c'est aussi dans l'idée de transmettre quelque chose d'un secret, ne serait-ce que quand on murmure des mots d'amour, par exemple, ça peut être aussi une forme de secret. Et le murmure est une forme de secret magnifique. Le langage codé, alors j'ai utilisé, alors là ça me rappelle, je reviens à l'alchimiste parce que le langage codé c'est un langage qui a été utilisé dans plein de moments, d'ailleurs même des moments de la guerre, où on utilisait des langages codés, et aussi certainement encore aujourd'hui d'ailleurs, qu'on ignore, ça a à voir aussi avec les espions. Et je me suis référée à la langue des oiseaux, qui est une langue alchimiste, justement, qui est une langue mystérieuse, qui est assez intéressante parce qu'elle utilise les sons. Et donc, c'est un langage codé. Donc, dans la langue des oiseaux, il y a du secret. Alors, un jour, peut-être que je vous en reparlerai un peu plus en détail parce que c'est quelque chose que j'aime bien, que je connais bien. Et puis, alors, j'ai fini par les fake news parce que finalement, ces fake news, elles se basent sur l'idée du secret. Et quand on écoute parfois des vidéos, moi j'ai vu des vidéos là récemment d'espèces de gourous qui racontent n'importe quoi et qui partent dans des espèces d'interprétations complètement farfelues, mais qui jouent sur cette question du secret. C'est-à-dire qu'ils disent, moi j'ai le secret, je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi nous sommes par exemple dans un virus qui nous a atteints tous, enfin, et ils se mettent dans cette position de détenteur d'un secret complètement fou, hein, parce que là on est dans des choses qui dépassent l'entendement, mais c'est comme ça que les fake news fonctionnent et circulent. Donc les fake news contiennent du secret aussi. Ouais, et on en a beaucoup en ce moment avec justement le confinement, le Covid. C'est une dynamique qu'on rencontre régulièrement en ce moment. Voilà. Alors, le jardin secret, bon, bah, je vous ai cité la phrase de Yankelevitch. Alors, c'est aussi un lieu de l'esprit qu'on va protéger, qu'on va préserver, on l'a dit. Intéressant aussi de voir d'où ça vient, le jardin secret. Alors, c'est Hortus Conclusus, c'est une influence persane, mais c'est surtout le Giardino Secreto. Hein, le jardin secret, c'est d'abord un petit jardin italien qui va être entouré de murs et que personne ne peut voir à l'intérieur ce qui s'y déroule. Et on sait que là, c'est une dimension sacrée, évidemment, qui ressort. Et j'ai utilisé une phrase du Cantique des Cantiques que j'aime beaucoup. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Et puis, donc, la fonction du jardin secret qui va relier nos sentiments. Et on a parlé des paysages intérieurs. Évidemment, la phrase de Candide, il faut cultiver notre jardin, on en a parlé, comment le cultiver. Le droit au jardin secret, que je revendique comme un droit humain. Et puis une question, alors, ce jardin, quel est-il pour vous? Quel est votre jardin? Quel est le vôtre? Et voilà, on va essayer de décliner quelques formes et peut-être chacun trouvera sa réponse. Alors, quel est votre jardin secret? Alors, j'ai fait quelques propositions. Alors, est-ce que c'est un jardin persan, géométrique, ordonné, autour d'un bassin? Est-ce que ça va être un jardin suspendu, un site exceptionnel, voire irréalisable? Hein, Babylone, par exemple, était des jardins suspendus. Est-ce que c'est un jardin plus maniériste, avec des grottes, des statues, des labyrinthes,
avec un côté très mystérieux qu'on retrouve notamment dans les jardins liés à l'image de l'alchimie. Est-ce que c'est un jardin à la française, régulier, classique, linéaire, assez grand mais assez formel? Est-ce que c'est un jardin à l'anglaise avec des creux, des bosses sauvages, irréguliers, poétiques, un peu fouillis? Est-ce que c'est un jardin chinois, microscopique, un petit cosmos en miniature? On parle du feng shui, hein, avec des règles liées à l'énergie vitale, au vent et à l'eau. Est-ce que c'est un jardin japonais qui a la particularité d'être sec, qui repose sur le principe des 3 profondeurs? C'est intéressant, les 3 profondeurs. Ce qui est devant, ce qui est au milieu, ce qui est au fond. Est-ce que c'est un jardin potager avec des fruits juteux? Est-ce que c'est un jardin curé avec des herbes qui soignent? Est-ce que c'est un jardin tropical avec des très belles fleurs qui vont nous envoûter? Ou est-ce que c'est tout simplement un jardin partagé à plusieurs? Chacun aura sa réponse. Chacun aura sa réponse. Voilà, Merci. par cette image, j'ai choisi celle-ci, j'aurais pu bien sûr en choisir bien d'autres, chacun choisira la sienne. Merci beaucoup Joël, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont pouvoir trouver leur jardin parmi vos propositions, peut-être, se reconnaître. Donc c'était notre 13e session Intimus déjà. J'aimerais donc remercier toutes et tous ceux qui ont participé. Philippe Gonidec à la technique, stagiaire et animatrice de l'ombre aujourd'hui. Et puis vous, Joël, hein, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup pour cette balade dans les jardins secrets. Vous pourrez nous retrouver sur YouTube en replay, sur le Facebook de la chaire UNESCO Santé sexuelle pour tous. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook pour revoir cet épisode et d'autres. Et on se donne rendez-vous vendredi à 11h, toujours sur Zoom ou sur le Facebook de la chaire. Et nous accueillerons Martine Potencier et nous discuterons comment maintenir son intimité lorsqu'on est confiné en famille. Donc en attendant, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci Joël. Merci Georgina, à très bientôt. À bientôt.